Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chroniques criminelles. Dans cet épisode, l'affaire Natacha Hamaoui. Pour ce podcast inédit, direction le Loiret, non loin de Montargis. C'est là qu'en juillet 2018, Natacha Hamaoui, 39 ans, disparaît du jour au lendemain, sans laisser de traces. Certes, cette mère de famille avait décidé de prendre un peu l'air après une période stressante, mais de là à laisser ses 6 enfants sans nouvelles pendant des semaines, c'est incompréhensible. Alors, qu'est-il arrivé à Natacha ? La réponse dans ce podcast inédit de Chroniques criminelles. Pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter au début de l'année 2018 à Montargis, à une centaine de kilomètres au sud de Paris. Cette ville moyenne compte environ 50 000 habitants. Montargis, c'est une petite ville de province, à 1 heure de Paris. Samia Razoul, avocate des parties civiles. Ça fait partie de la sous-préfecture du Loiret. Une petite ville moyenne de province, plutôt agréable, surnommée la Venise du Gâtinais. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Vous avez effectivement le canal qui circule dans cette ville, donc c'est une ville plutôt sympathique, on va dire. C'est à proximité de Montargis que se trouve la commune de Château-Renard, une localité beaucoup plus modeste, posée au beau milieu de la campagne. Château-Renard est à une vingtaine de minutes de Montargis. Virginie Selvetti, journaliste. C'est un petit village qui est surplombé par un château fortifié. Très peu d'habitants, environ 2000. Mais il y a encore des commerces qui existent, il y a aussi une petite école. On est dans un secteur rural avec les problématiques qui peuvent se poser aujourd'hui en France dans ce genre de campagne. C'est ici que réside Natacha Hamaoui. Cette mère de famille, âgée de 39 ans, habite une maison toute proche du centre de Château-Renard. Natacha Hamaoui, elle vit dans ce village depuis déjà pas mal d'années. Elle vit avec son compagnon de l'époque, sachant qu'elle est maman de 6 enfants issus de 4 pères différents. Elle vit avec 5 de ses 6 enfants, puisque l'aîné a quitté le domicile familial. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. Son aîné a 20 ans et la plus jeune de ses enfants, une petite fille, a 11 mois. Natacha Hamaoui assume quasiment seule l'éducation de ses 6 enfants. Et il n'est pas question pour elle qu'il manque de quoi que ce soit. Ça fait quelques années qu'elle a des soucis de santé, notamment des problèmes de dos, qui font que pour elle, c'est un petit peu plus compliqué d'avoir un emploi stable en CDI. Donc elle fait pas mal d'extras, notamment dans la restauration. Florence et Harry sont la sœur et le frère de Natacha Hamaoui. L'un et l'autre se souviennent d'elle avec beaucoup d'émotion. C'est un brin de femme pas bien épais, pas bien grand. Harry Hamaoui, frère de Natacha. 1m50 avec 45 kilos, toute mouillée, je pense. Des longs cheveux, un nez assez aquilin comme le mien. Elle s'était coupée récemment les cheveux courts aux épaules. Florence Hamaoui, sœur de Natacha. Elle a les cheveux noirs, elle se fait des teintures noires, elle prend soin d'elle. C'est quelqu'un qui est hyper féminine. En plus de son charme naturel, Natacha est également dotée d'un tempérament à toute épreuve. Thomas, son fils, et Mélanie, sa belle-fille, en savent quelque chose. C'est une femme battante qui se laissait pas marcher dessus, mais à la fois, elle avait le cœur sur la main. C'était une femme très aimante. Thomas Bonavo, fils de Natacha. Elle était toujours présente pour donner la main. Mais ouais, elle se laissait pas faire. Je prenais beaucoup exemple sur elle par rapport à
toute la force qu'elle pouvait avoir et qu'elle pouvait donner. Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Mais vraiment, pour ses enfants, c'était vraiment incroyable. Elle était vraiment incroyable. Si Natacha a eu autant d'enfants, si elle se montre aussi protectrice, c'est à cause de son histoire personnelle. Abandonnée à l'âge de 3 mois, elle a été recueillie et élevée par Claudine, sa mère adoptive, avant de devenir maman à son tour. C'était une mère très attentive sur ses enfants. Claudine Maurice, mère de Natacha. Elle était aussi autoritaire avec les enfants. Pour cause, quand on a une famille nombreuse, il faut avoir une certaine autorité pour faire tourner la maison. Ainsi s'écoule en 2018 l'existence paisible de Natacha. Une activité de bénévolat qu'elle adore, ses 6 enfants qui la comblent de bonheur et des relations apaisées avec ses anciens concubins. Elle a toujours fait en sorte que la garde se passe bien, que l'entente se passe bien et que l'entente soit aussi entre les parents et évidemment le relationnel avec l'enfant. Elle a toujours mis un point d'honneur à ça. Nicolas Bachelin est le dernier compagnon en date de Natacha. Entre eux, une relation d'amitié très ancienne qui remonte à l'adolescence jusqu'à ce grand coup de foudre 2 ans auparavant. On s'est retrouvés en 2016, au mois d'août 2016, et on s'est mis ensemble au mois de novembre. Nicolas Bachelin, compagnon de Natacha. Pas longtemps après, elle est tombée enceinte. Moi, je lui avais dit, si c'est une fille, je t'épouse. Moi, c'était ça, parce que j'ai toujours voulu une fille, et c'était une fille. Voilà. Et c'était le bonheur. Natacha et Nicolas seront bientôt unis par les liens du mariage. En attendant, ils profitent de leur quotidien heureux de famille recomposée. Jusqu'à l'été 2018. À cette époque, en effet, des tensions apparaissent au sein du couple. En cause, le projet de rénovation d'une grande maison. Natacha rêve d'un endroit où ses enfants pourront vivre ensemble et se retrouver. Un chantier démesuré pour Nicolas. Mais j'avais pas la même volonté qu'elle parce qu'en fait, les travaux étaient trop énormes. Et Natacha, en fait, elle était trop pressée. Et ça, je pense que ça a cassé beaucoup de choses, cette maison-là. Quand je vois l'amplitude des travaux, aussi bien dans l'aspect financier et moyens humains pour le faire, c'était démesuré. Des travaux à n'en plus finir, un gouffre financier en perspective, des disputes incessantes. Face à l'ampleur du projet, Natacha craque. Et au début du mois de juillet, elle prend une décision radicale. Natacha Amaoui écrit à ses enfants et aussi à son compagnon actuel pour dire que voilà, à un moment donné, il y a entre guillemets un petit ras-le-bol de ce qui se passe dans cette maisonnée où elle a l'impression de tout porter sur ses épaules et elle aimerait que chacun se responsabilise. C'est un ras-le-bol, c'est une femme en détresse. On sent que la flamme, elle est en train de s'étouffer, quoi, et qu'elle a besoin de soutien. Dans cette lettre manuscrite, envoyée à tous les siens, Natacha fait une mise au point. Elle n'en peut plus, écrit-elle noir sur blanc, de porter toute seule ce projet de rénovation. Elle prévient qu'elle va partir en vacances. Elle va dire, voilà, j'ai pris quelques jours pour pouvoir me ressourcer, en fait. Et de lever le pied, elle a évoqué l'Espagne, en l'occurrence, donc d'aller prendre du bon temps en Espagne. D'ailleurs, Natacha Amaoui a pris soin de prévenir tout le monde. La date de son départ est fixée au 7 juillet 2018. Le jour du départ, Natacha prépare sa valise. Une valise d'été avec des vêtements, un short, un maillot de bain. Elle a préparé évidemment la garde de la dernière, la petite, qui sera gardée par sa belle-fille qui vient la chercher.
Vers 17h, Natacha Maoui plie bagages et quitte la maison. Alors elle quitte la maison, la boule au ventre parce que c'est la première fois qu'elle laisse ses enfants, mais elle leur explique que ce départ est nécessaire et qu'elle reviendra en pleine forme. Elle a besoin de cela pour réunifier la famille. Natacha n'a rien laissé au hasard. Elle quitte son domicile avec la voiture familiale. Mais elle s'est arrangée avec Nicolas, son compagnon, pour qu'il vienne la récupérer. Natacha demande à son compagnon de venir chercher son véhicule qu'elle laissera à la selle en Hermois sur le parking de l'église. Il y a quelqu'un qui va l'emmener ensuite à la gare de Montargis pour prendre le train et c'est comme ça qu'elle partira ensuite en vacances en Espagne. Le 7 juillet, vers 20h, comme convenu, Nicolas arrive donc à La Selle-en-Hermois, un petit village situé à une dizaine de kilomètres de leur domicile. Nicolas doit simplement venir chercher le véhicule, laissé sur place par sa compagne. Et là, première surprise. Je devais la récupérer place de l'église, logiquement, et quand je suis arrivé, pas de voiture. Donc j'ai été voir l'épicier, je lui ai demandé s'il avait vu Natacha, il m'a dit non. Il se dit, c'est bizarre, bon. Donc il rentre chez lui à Château-Renard et il dit, bah non, j'ai pas trouvé la voiture. Et là, l'inquiétude, évidemment, a grandi encore plus. Nicolas, le compagnon de Natacha, ne le sait pas encore, mais cette angoisse qui monte d'heure en heure, inexorablement, n'est pas près de retomber. Pour les membres de la famille de Natacha, en particulier pour ses enfants, c'est l'incompréhension. D'autant que son portable sonne systématiquement dans le vide. Son fils aîné a essayé de la joindre par téléphone parce que ma sœur n'éteignait jamais son téléphone et il est tombé directement sur le répondeur. Moi, tout de suite, ça m'inquiète parce que le téléphone éteint de ma sœur, c'est impossible. C'est inimaginable parce qu'il arriverait quoi que ce soit à ses enfants. Non, c'est impossible. Elle pourrait pas rester sans téléphone. Alors, pourquoi Natacha laisse-t-elle ses proches sans nouvelles? Pour le savoir, il décide de passer en revue les réseaux sociaux qu'elle utilise très souvent. Natacha, elle a l'habitude de passer beaucoup de temps au téléphone, d'être très présente sur Facebook, François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. de poster énormément de photos en permanence, c'est-à-dire tous les jours. Là, pour un voyage en Espagne, Virginie Selvetti, journaliste. il est très étonnant pour les enfants qu'elle ne raconte pas et qu'elle ne se raconte pas sur les réseaux. Aucune photo de vacances, aucun message sur les réseaux sociaux et son portable qui ne répond toujours pas. Le 13 juillet 2018, après une semaine de silence, la famille se retrouve impuissante. L'un des enfants de Natacha Maoui, Brian, se rend à la gendarmerie de Château-Renard puisque cela fait plusieurs jours qu'ils n'ont pas de nouvelles de leur maman et qu'ils sont plus qu'inquiets. Il dit que ma mère elle a disparu, que c'est assez inquiétant et qu'elle a laissé une lettre. Et eux répondent gentiment que elle fait ce qu'elle veut parce qu'elle est majeure et si elle laisse une lettre, c'est tout simplement que elle veut prendre l'air ou peut-être pas revenir en fait. Et si Natacha avait disparu volontairement? La gendarmerie en est convaincue, surtout vu le contenu de cette fameuse lettre où elle annonce se rendre en Espagne. Une semaine plus tard, l'une des sœurs de Natacha relance les forces de l'ordre. Elle leur dit, ça fait maintenant 16 ou 17 jours que ma sœur est partie, alors que, en fait, elle a bien écrit qu'elle est partie qu'une semaine. On est à 15 jours, on n'a toujours pas de nouvelles. Plus les jours se passent, évidemment, plus on se dit c'est quand même bizarre. Donc là, effectivement, au bout d'un moment, les gendarmes vont se dire oui, la disparition, elle est plus qu'inquiétante. La pression de la famille finit par porter ses fruits. Des premières recherches sont ordonnées à Château-Renard et dans ses environs, sans aucun résultat. Les autorités vont déclencher un appel à témoins qui va être relayé dans les médias. Sarah Bourletias, journaliste à La République du Centre.
avec notamment la tenue vestimentaire qu'elle portait, une photo de Natacha. En général, lorsqu'il y a ce genre d'appel à témoins pour des disparitions inquiétantes, soit ce sont des personnes très jeunes, soit au contraire des personnes très âgées dont on sait qu'elles peuvent avoir des problèmes d'orientation, des problèmes Alzheimer. Là, on est sur une femme qui a 39 ans. Ça dénote un petit peu. Une mère de famille qui disparaît du jour au lendemain sans plus jamais donner de nouvelles, pour les gendarmes, il faut absolument essayer d'en savoir davantage. Qui vont notamment s'intéresser au mouvement bancaire des comptes de Natacha pour voir effectivement si elle a procédé à des retraits, si elle a payé à l'aide de sa carte bancaire. Et là, ils vont s'apercevoir qu'effectivement, depuis le 7 juillet, il n'y a pas de mouvement sur les comptes bancaires de Natacha. Les gendarmes étudient également la téléphonie. Son téléphone portable a borné la selle en Hermois et il a cessé d'émettre aux alentours de 17h30. Aucun mouvement bancaire et ce téléphone qui a cessé d'émettre depuis le jour de son départ. Du côté des enquêteurs, voilà qui commence à faire beaucoup. Natacha a-t-elle vraiment quitté la région de Montargis pour aller en Espagne? Que s'est-il passé? Et surtout, où est-elle? Mais après 3 semaines sans l'ombre d'une piste, tout s'accélère enfin. Les gendarmes vont finalement se présenter au domicile de Natacha à Château-Renard, où se trouvent ses enfants, pour dire que le véhicule de Natacha est bien retrouvé stationné ailleurs et surtout en stationnement gênant. Cette voiture mal stationnée à la selle en Hermois inquiète au plus haut point les proches, puisque le 7 juillet, Natacha Maoui devait laisser sa voiture sur le parking de l'église de la selle en Hermois et il n'a jamais été question de laisser la voiture mal garée sur une départementale de ce village. Pourquoi la voiture est-elle stationnée à cet endroit? Le véhicule, qui semble avoir été abandonné sur place, est aussitôt passé au peigne fin par les gendarmes. Et dans la voiture qui a été retrouvée justement au bord du sous-bois, il n'y a pas la valise de ma sœur. Harry Amaoui, frère de Natacha. Il n'y a pas son sac à main, il n'y a pas ses affaires personnelles, il n'y a pas un foulard, une paire de lunettes de soleil parce qu'on va en Espagne. Il y a des analyses qui sont faites. On retrouve un certain nombre de traces, de la plupart des membres de la famille de Natacha, mais il n'y a aucune trace de sang, par exemple, de découverte. Aucun indice, pas de bagages ni d'effets personnels, et pas la moindre trace de sang. Au final, cette découverte soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Malheureusement, les enquêteurs ne disposent à ce stade que d'un seul élément concret, cette lettre manuscrite à ses proches, rédigée par Natacha la veille de son départ. Alors, ils décident de les interroger. Natacha Amaoui, dans la lettre qu'elle laisse avant le jour de son départ, dit qu'elle va en Espagne. Samia Razoul, avocate des parties civiles. Mais d'autres témoins indiquent qu'elle avait parlé d'un projet en Bretagne. Le fait que Natacha Amaoui livre des versions différentes replace les enquêteurs sur la piste d'une disparition volontaire. À ce moment-là, la priorité pour les enquêteurs est de comprendre pourquoi la mère de famille aurait voulu partir volontairement et surtout, où a-t-elle pu se rendre? Voyage en Espagne ou en Bretagne? Aurait-elle volontairement brouillé les pistes afin de demeurer introuvable? Ou bien sa disparition cacherait-elle quelque chose de beaucoup plus inquiétant? Pour nous, on le sait qu'elle en avait marre, qu'elle était fatiguée, mais à aucun moment, elle serait partie. Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Le jour où elle est partie, elle m'a dit je pourrais pas partir plus de 4 jours. Loin de mes bébés, c'est pas possible. Comment on peut imaginer un seul instant que cette femme qui a été abandonnée par sa mère, Claudine Maurice, mère de Natacha. Comment on peut s'imaginer que elle pourrait abandonner ses enfants? Mais non, ça n'existe pas. C'est pas dans l'équation. Parmi les gendarmes aussi, le doute commence sérieusement à s'installer.
Tandis que les semaines défilent, la famille de Natacha attend désespérément un signe de vie. À partir du moment où on n'a pas de nouvelles de quelqu'un qu'on aime et qu'on sait être constamment joignable, on imagine toujours le pire. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne, le cerveau. On marche par hantise. Et on a juste peur qu'il lui soit arrivé quelque chose. Quelque chose de grave. Ouais, passer le pas de la porte de la maison, la première chose qu'elle faisait, c'est de nous serrer dans ses bras. Et de nous serrer tellement fort que j'avais mal. Florence Amaoui, sœur de Natacha. Et donc, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, pour moi, je me dis, il y a un truc. Voilà. Une maman qui se volatilise brutalement, une famille au supplice et des enquêteurs qui sont dans une impasse. Alors, où se trouve Natacha Amaoui? Et parviendront-ils à percer les mystères qui entourent sa disparition? Mi-octobre 2018. Alors que l'on est sans nouvelles de Natacha depuis plus de 3 mois, un appel à la gendarmerie locale donne un brusque coup d'accélérateur à cette affaire. En octobre 2018, on est à l'automne, ça veut dire que la chasse est rouverte. Et à la Selle en Hermois, il y a des terrains de chasse privés. Et il y a un chasseur qui va découvrir un corps. Un corps en état de décomposition très avancé. Donc ce monsieur prévient les forces de l'ordre qui se déplacent et qui, assez rapidement, vont faire le rapprochement avec la disparition de Natacha Amaoui. Les enquêteurs ne s'y attendaient pas. Ils se souviennent en effet que la voiture de Natacha a été retrouvée mal garée, et pas n'importe où, sur le territoire de la commune de la Selle en Hermois. Ils procèdent aussitôt aux premières constatations sur le cadavre. Il n'a aucun vêtement sur lui, il est sur le dos, les bras sont au niveau de la tête, il est dénudé. Ce qui interpelle également les gendarmes, c'est le fait qu'il n'y ait aucun effet personnel. Il n'y a pas de sac à main, il n'y a pas de téléphone portable. Tout ce qu'une personne pourrait avoir laissé derrière elle si tant est qu'elle ait attenté elle-même à ses jours ou qu'elle ait pu être victime d'un malaise, et tout ça, effectivement, on ne le retrouve pas. Aucun indice, aucun élément qui permette d'identifier la victime avec certitude. Mais les enquêteurs savent d'emblée qu'il ne s'agit pas d'une mort naturelle. Ce qui interpelle directement les gendarmes, c'est que le corps est dissimulé sous des branches. 11 branches, dont 4 sciées très nettement, recouvrent le corps. Virginie Selvetti, journaliste. Il s'agit à l'évidence d'une intervention humaine. Pourquoi? Qui a déposé ces branches sur le corps en décomposition? Et quand? Que s'est-il passé? La piste criminelle ne fait désormais plus aucun doute. Quant à l'ADN, il est formel. Il s'agit bien du corps de Natacha Amaoui. Une autopsie est aussitôt ordonnée. À ce moment-là, l'enquête bascule, on passe d'une disparition inquiétante à une enquête pour homicide. Après 4 longs mois d'angoisse et d'incertitude pour la famille de la victime, le choc est brutal. Je réagis pas tout de suite. C'est pas possible qu'il lui soit arrivé quelque chose. Parce que je me dis, ma sœur, elle est forte. Ma sœur, elle fait partie de notre famille. Et on est des femmes extrêmement fortes. Alors, au début, j'ai pas versé de larmes. J'ai dit, ouais, je vais voir ma fille. Nicolas Bachelin, compagnon de Natacha. Et après, par la suite, ouais, les larmes sont venues. Je prenais pas conscience, en fait. Je voulais pas. Mais même encore aujourd'hui. Hein. Et j'ai pleuré. J'ai pas crié, j'ai pleuré. Et là, à partir de là, je suis rentrée dans une colère qui m'a portée pendant 4 ans.
Un corps en décomposition, des images que ni Thomas, le fils de Natacha, ni son frère Harry ne peuvent désormais chasser de leur esprit. Elle a été retrouvée nue sous des branches. Psychologiquement, c'est pas possible. Thomas Bonavo, fils de Natacha. Enfin, le sentiment que moi j'ai eu, c'est ça. J'étais beaucoup, je le suis encore aujourd'hui, je suis beaucoup en colère. Le jour où j'ai appris qu'on avait retrouvé son corps, j'ai été vidé. Comme si on m'avait pris une partie de moi et et que je savais que ça allait arriver. Harry Amaoui, frère de Natacha. C'est comme une certitude que j'avais enfouie au fond de moi depuis très longtemps. Une famille anéantie par le chagrin, une tragédie qui ne laisse pas moins de 6 orphelins. Après presque 4 mois passés dans la nature, le corps de la victime est méconnaissable. L'un des problèmes majeurs de cette enquête, c'est l'état de dégradation avancée du corps et cette autopsie qui ne va pas permettre de déterminer les causes du décès. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. L'autopsie ne permet pas non plus de déterminer s'il y a eu ou pas des violences sexuelles. On ne trouve pas de traces de fractures, par exemple, sur les os. Donc on ne sait pas s'il y a eu des coups de portée. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Il y a tellement peu d'organes qu'on n'arrive pas non plus à déterminer s'il y a des plaies qu'aurait laissé par exemple un couteau. C'est une autopsie extrêmement impuissante à déterminer ce qu'il a pu se dérouler. C'est maintenant la section de recherche de la gendarmerie d'Orléans qui est chargée de la suite des investigations. Pourtant, l'enquête s'avère toujours aussi difficile. L'enquête patine en un certain sens, puisque effectivement, on n'arrive pas du premier coup à savoir ce qui a pu se passer. Le seul élément qu'ils aient, c'est le fait que des branchages recouvrent le corps. Il n'y a aucune trace ADN qui a été retrouvée ni dans la voiture, ni sur le corps de Natacha Amaoui. Et on ne sait pas de quoi Natacha Amaoui est décédée. Alors que les expertises de police scientifique ne donnent rien, ces enquêteurs chevronnés reprennent tout le dossier à zéro. Et si c'était du côté des pères des 6 enfants de Natacha qu'il fallait chercher? L'un d'eux pourrait-il lui vouloir du mal? Ils passent en revue les profils de ces hommes et très vite, il en est un qui attire leur attention. Parmi les 4 ex-compagnons de Natacha Amaoui, 4 pères de ses enfants, il y en a un qui est particulièrement important dans sa vie. Il s'appelle Thomas Le Messier. Ils ont vécu une histoire d'amour qui a duré quand même, puisqu'ils ont été ensemble plusieurs années et ils ont eu un enfant ensemble, une petite fille. Et c'est en s'intéressant de plus près à ce Thomas Le Messier que les gendarmes vont aller de surprise en surprise. Un ancien compagnon, âgé de 34 ans, dont la famille de Natacha se souvient très bien. Thomas Le Messier, il avait une très grande stature, un nez très fin, la peau blanche, une mâchoire très carrée, très large. C'est quelqu'un qui cultivait beaucoup les codes de la virilité et de la masculinité. C'est quelqu'un d'assez baraqué, musclé. Il fait de la boxe. C'est quelqu'un qui s'entretient, qui fait beaucoup de sport. Voilà, quelqu'un qui est en forme, quoi. En cherchant dans leurs fichiers, première découverte pour les enquêteurs. Thomas Le Messier, qui vit désormais à Annecy, en Haute-Savoie, n'est pas un inconnu de la justice. Il a été 2 fois condamné pour des violences sur Natacha, mais aussi sur une autre jeune femme avec qui il avait ensuite refait sa vie. Et ce dernier procès vient tout juste d'avoir lieu. Il a été condamné pour avoir violemment agressé son ex-compagne avec laquelle il était en couple depuis 2014-2015. 3 ans de prison ferme pour des violences conjugales, c'est vrai que c'est quand même assez lourd. Ça veut dire qu'effectivement, ça a été un vrai passage à tabac. Le Messier a donc été condamné à de la prison ferme pour ses graves violences conjugales. Il est même en train de purger sa peine. Pour les enquêteurs,
4 mois après la disparition de Natacha, ce pourrait être enfin la bonne piste. Et c'est là, presque par hasard, que les gendarmes obtiennent une information inespérée. Elle provient d'une écoute téléphonique visant le co-détenu de Le Messier, un prisonnier qui dispose en toute illégalité d'un appareil portable. Ce codétenu va échanger au téléphone avec sa compagne et dire que Thomas Le Messier, avec lequel maintenant il partage sa cellule depuis plusieurs semaines, lui a avoué être impliqué dans un meurtre dans un patelin du Loiret. Thomas Le Messier aurait dit à ce codétenu que son ex-femme était morte et que c'est lui qui l'aurait tuée. Immédiatement, le codétenu de Thomas Le Messier est extrait de sa cellule pour être interrogé par la section de recherche. Non seulement il confirme point par point ses propos tenus au téléphone, mais il va encore plus loin. Alors, monsieur Thomas Le Messier va demander à son co-détenu, Samia Razoul, avocate des parties civiles, de lui trouver quelqu'un qui pourrait vider un garage où sont entreposés des effets personnels. Il a dû trouver pour Thomas Le Messier un brocanteur pour revendre des affaires dont Thomas Le Messier voulait se débarrasser très rapidement. Alors les gendarmes retrouvent ce brocanteur, il y avait diverses affaires, une moto, mais également une mallette à outils et une scie. Des outils et surtout une scie. Les enquêteurs n'en reviennent pas. Ils ont en mémoire, en effet, les toutes premières constatations effectuées sur la scène de crime. Les gendarmes vont immédiatement faire le rapprochement entre ces outils dont Thomas Le Messier a manifestement voulu se débarrasser et le fait que Natacha avait été retrouvée sous des branches qui avaient été très nettement sciées. Pour les gendarmes, les interrogations sont nombreuses. Il y a bien les confessions faites par Le Messier et son co-détenu, et maintenant cet indice. Mais sans preuve matérielle supplémentaire, ils n'ont pas de quoi l'accuser formellement. Alors ils interrogent son entourage. Florence, la sœur de Natacha, a vécu quelques mois au domicile du couple. Une cohabitation avec Thomas, dont la jeune femme garde un étrange souvenir. Quelqu'un de très caractériel, assez coléreux. Faut écouter ce qu'il dit, sinon ça va pas. Moi, c'est quelqu'un qui m'a toujours impressionnée. Florence Amaoui, sœur de Natacha. Dans le sens où il rentre dans une pièce, c'est froid. Hein. C'est-à-dire, on n'a pas envie de rire. Voilà, c'est la froideur. Les gens qui l'ont fréquenté décrivent Thomas Le Messier comme quelqu'un de très sûr de lui, quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un aussi de très méthodique, quelqu'un de très organisé. Un jeune homme au caractère à la fois insaisissable et bien trempé, ce qui n'a pas empêché Natacha de tomber follement amoureuse de Thomas. Il y a eu un coup de foudre sans doute réciproque entre les deux. Et effectivement, au départ, ça se passe très très bien. Il va y avoir très rapidement un premier enfant. Mais alors que tout semble leur sourire, un grand malheur s'abat sur ce couple. Ils vont ensuite avoir un deuxième enfant qui va mourir peu après sa naissance. C'est à partir de ce décès-là que leur relation va vraiment devenir difficile et compliquée. Après cette tragédie, Thomas change peu à peu de comportement. Une blessure qui se répercute sur le quotidien de la famille, en particulier sur les enfants de Natacha. Dès qu'on se faisait une bêtise, c'était vous remonter, c'était vous sortez pas pendant les 2 mois d'été. Thomas Bonavo, fils de Natacha. Des trucs de malades, hein, des trucs de l'armée. Ils étaient dans un cadre où ils n'avaient la place de rien. Les punitions étaient extrêmement difficiles. Accolés contre des coins pendant des heures entières. Après plusieurs années d'une relation chaotique, Natacha finit par quitter Thomas.
Une séparation qui, d'après leur entourage, n'aurait fait qu'envenimer la situation. Les choses ont commencé à se compliquer lorsque Thomas Le Messier a déménagé à Annecy, donc à 450 km de là. Virginie Selvetti, journaliste. Et là, à partir de là, il a demandé la garde exclusive de leur fille. Thomas Le Messier va âprement disputer la garde de cette petite fille à son ex-compagne. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. Ça va se traduire par des procédures en justice pour obtenir la garde de cet enfant qui cristallise complètement, malgré elle, toutes les tensions au sein de ce couple. Pourtant, malgré la séparation, malgré les tensions, Natacha n'aurait pas totalement réussi à chasser Thomas de son esprit. Même Nicolas, son tout dernier compagnon, peut en témoigner. Moi, mon ressenti était qu'elle avait encore des sentiments pour Thomas, en fait. Voilà. Nicolas Bachelin, compagnon de Natacha. Donc, elle avait des sentiments et ça se ressentait dans quelques mots. Ça me faisait des petites alertes que moi, dans ma tête, je disais, ouais, elle a encore quelque chose pour lui. Pour moi, elle est sous l'emprise. C'est l'amour de sa vie, ça. Pour moi, elle est toujours amoureuse de lui. Que si demain, il lui dit, bah viens, on réessaye ensemble, elle aura ses craintes, mais l'amour chez Natacha, c'est plus fort que tout. Pour preuve, elle aurait même conservé des liens étroits avec Thomas. C'est là que les enquêteurs vont faire une découverte qui pourrait tout faire basculer. Un élément qui va s'avérer capital pour la suite. En effet, certains proches de Natacha se souviennent d'un petit détail auquel sur le moment, ils n'avaient pas prêté attention. Le 7 juillet, le jour de la disparition de Natacha Amaoui, sa fille et sa belle-fille remarquent qu'elle a entre les mains un téléphone prépayé de marque K1 qu'elle n'avait pas l'habitude d'avoir. Donc je lui pose la question, qu'est-ce que c'est ? Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Et elle me dit que ce téléphone-là, c'est Thomas Le Messier qui lui a donné pour être en contact avec sa fille. Natacha avait donc 2 téléphones portables, un connu de tous qui a disparu, et un autre qu'elle tenait de Thomas, prépayé celui-là, donc quasiment impossible à tracer. Les gendarmes n'en reviennent pas. Voilà peut-être le tournant de cette affaire. Ça, c'est effectivement un élément nouveau, puisque pour l'instant, on n'avait que le téléphone officiel de Natacha Amaoui, dont on savait qu'il avait arrêté d'émettre définitivement le 7 juillet en fin d'après-midi. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Cette déclaration, évidemment, elle est importante parce que les enquêteurs se disent si elle avait un téléphone prépayé juste avant la disparition, qu'est devenu ce téléphone ? Alors, où est passé ce mystérieux 2e téléphone ? Seule alternative pour le savoir, identifier un par un les appareils qui bornaient dans les parages en ce début juillet. Et certains d'entre eux les intéressent tout particulièrement. Il y avait dans le secteur de Montargis, sur la base des bornages des antennes relais, seulement 4 téléphones prépayés en activité. Mais ce qui les intrigue, c'est que sur ces téléphones, il n'y en a que 2 qui ont exactement les mêmes caractéristiques, à savoir que ce sont 2 téléphones prépayés qui n'ont fonctionné que 2 jours, le 6 et le 7 juillet. Or, ces 2 téléphones ont été achetés au même endroit, dans un bureau de tabac de Montargis, par la même personne. Mais par qui ? Les enquêteurs ont une hypothèse. Et si c'était Le Messier qui avait acheté ces 2 téléphones, en aurait-il donné un à Natacha et gardé le 2e pour lui ? Lorsque les gendarmes vont analyser le bornage de ce second téléphone prépayé, ils vont s'apercevoir qu'il a été activé le 6 juillet 2018, juste après son achat à Montargis, qu'ensuite ce téléphone va borner non loin de l'école de la fille de Thomas Le Messier, puis non loin du domicile des parents de Thomas Le Messier dans Lyon. Pour les enquêteurs, plus d'ambiguïté possible. Thomas
serait bien l'utilisateur du deuxième appareil prépayé. Et ce n'est pas tout, car le lendemain 7 juillet, le jour de la disparition, Thomas aurait quitté le domicile de ses parents dans l'Yonne avec ce téléphone. Ce téléphone prépayé va se déplacer progressivement dans le Loiret et notamment aux environs de 17h, il va activer des antennes relais situées dans le secteur de la Selle en Hermois. La Selle en Hermois, dans le Loiret. C'est là, précisément, ce fameux 7 juillet, en fin d'après-midi, que la trace de Natacha s'est évanouie. Quant au trajet emprunté par Thomas, la gendarmerie continue de le reconstituer. Et là, ils vont s'apercevoir que Thomas Le Messier a emprunté la 19, puisque son télépéage a activé aux environs de 16h50, d'abord dans un sens quand il arrive dans le Loiret, puis aux environs de 18h43 dans un autre sens quand il quitte le Loiret pour retourner dans l'Yonne. Une amplitude horaire qui pourrait correspondre au moment où Natacha a disparu. À partir de là, les questions se bousculent. Ces deux téléphones prépayés se retrouvent propulsés au cœur de l'enquête. Que signifient ces bornages? Et pourquoi ces appareils cessent-ils d'émettre à partir du 7 juillet, jour de la disparition de Natacha? Le 25 mars 2019, 6 mois après la découverte du corps de Natacha, Le Messier est extrait de sa cellule afin d'être placé en garde à vue. Objectif pour les gendarmes, savoir où il était et ce qu'il faisait ce 7 juillet 2018. Et voici sa réponse. Il explique qu'il doit faire un passage à Montargis parce qu'il a oublié de déposer un dossier chez son avocat de Montargis, notamment pour faire une nouvelle demande de garde de sa fille. Et puis, entre-temps, il s'aperçoit qu'il a oublié son téléphone personnel. En fait, il dit qu'il l'a oublié chez ses parents. Donc, il fait un aller-retour. Il justifie donc ses passages au péage entre l'Yonne et le Loiret par l'oubli de son téléphone personnel chez ses parents. Et surtout, il avance un alibi pour la fin d'après-midi, à l'heure précise où Natacha s'est volatilisée. Il va expliquer qu'il a perdu pas mal de temps en cette fin de journée parce qu'il a été victime d'une crevaison à la sortie de l'agglomération de Montargis. Thomas Le Messier répond qu'il n'a absolument rien à voir ni de près ni de loin avec la disparition de Natacha Amaoui et qu'il n'était pas à la Selle en Hermois ce jour-là. Un alibi que l'enquête ne permettra pas de confirmer. Pourtant, pendant sa garde à vue, il va plus loin encore. Et il se dit totalement étranger à l'achat des deux téléphones prépayés. D'autant que le buraliste qui a vendu ces téléphones se montre pour le moins hésitant. Après tout, on n'a pas la preuve formelle que c'est bien Thomas Le Messier qui a acheté ces téléphones prépayés, puisque l'endroit où ces téléphones ont été achetés, eh bien, le buraliste n'arrive pas à reconnaître sur tapissage Thomas Le Messier. Les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Après 48 heures d'interrogatoire très serrés, leur suspect continue de tout nier en bloc. Il dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bonheur de ma fille, et je sais très bien que la mort de sa mère, ce serait une nouvelle terrible pour elle. Donc, je n'avais aucune raison de tuer Natacha Amaoui. » Les confessions de Le Messier à son co-détenu, les bornages téléphoniques et cet alibi qui ne tiendrait pas la route. Malgré ces éléments qui s'accumulent, les enquêteurs n'ont aucune preuve formelle qui permette de le confondre avec certitude. Quant au mobile, ils en sont réduits à imaginer une hypothèse. Le mobile qui pourrait apparaître, c'est finalement que Thomas Le Messier avait envie de régler définitivement la question de la garde de sa fille. En 2018, il peut avoir la crainte que la décision lui soit peut-être défavorable cette fois-ci. Sarah Bourletias, journaliste à la République du Centre. En raison de ses condamnations pour violence conjugale à l'égard de Natacha.
Thomas voulait avoir la garde de sa fille, donc c'était compliqué. Et Natacha, en tant que maman, c'était impossible qu'elle ait pas sa fille. Donc forcément, il y a toujours des difficultés pour les enfants. C'est quelque chose de normal. Pour les gendarmes, en tout cas, c'est le mobile qui se dessinerait. Résultat, Thomas Lemessier est mis en examen pour assassinat et renvoyé en prison. Depuis sa cellule, le suspect continue de clamer haut et fort son innocence. Il va marteler finalement qu'il est le coupable idéal, parce qu'effectivement, il a déjà été condamné dans le passé pour violence conjugale. Moi, c'est mes antécédents judiciaires qui font que je suis là aujourd'hui, soupçonnée d'avoir tué Natacha, mais j'avais pas de raison de la tuer. Il clame son innocence et il dit, d'ailleurs, il n'y a aucun élément, on n'a pas retrouvé de traces d'ADN dans ma camionnette. Lui, il dit, voilà, il n'y a aucun élément matériel. Pour l'accusation, en revanche, Thomas Lemessier aurait bien attiré Natacha dans un piège à Lasselles-en-Hermois afin de l'éliminer. Le suspect est finalement renvoyé devant la cour d'assises. Et l'issue de son procès s'annonce incertaine. Sera-t-il condamné ou acquitté? Faute de preuves indiscutables, tout se jouera sur l'intime conviction. L'entourage de Natacha Hamaoui retient son souffle. Ce que j'attends, c'est la justice. J'attends qu'on se rende compte qu'il y a quelqu'un qui est parti, qu'on commémore la mémoire de ma grande sœur, qui s'appelle Natacha Hamaoui. Harry Hamaoui, frère de Natacha. Qu'elle était un maillon à part entière de cette famille et qu'on pointe du doigt la violence de cet homme. L'objectif du procès, c'est d'entendre que Monsieur Thomas Lemessier est coupable de l'assassinat de Natacha Hamaoui. Samia Razoul, avocate des parties civiles. Et que la mort de Natacha Hamaoui ne reste pas impunie. Cour d'assises du Loiret, à Orléans, 18 février 2023. 4 ans après les faits, saura-t-on enfin la vérité sur la mort de Natacha Hamaoui? L'accusé encourt la prison à perpétuité pour assassinat, mais tant de questions restent sans réponse. On ne sait pas de quoi Natacha Hamaoui est morte ce 7 juillet 2018. Virginie Selvetti, journaliste. Donc pour la défense, il n'y a pas de preuve d'assassinat, il n'y a pas de preuve matérielle concrète allant à l'encontre de Thomas Lemessier. Pour la défense, l'enjeu, c'est de semer le doute, de dire que dans cette histoire, il n'y a aucune certitude absolue, un niveau de doute tel qu'il ne peut y avoir qu'un acquittement. Un procès à qui tout double. Seul dans le box des accusés, Thomas Lemessier sait qu'il risque gros, mais il ne se laisse nullement impressionner. Thomas Lemessier, à l'audience, il est finalement assez détendu, ce qui peut paraître étonnant, mais c'est quelqu'un de très volubile. François Guéroux, journaliste à France Bleu Orléans. Il parle beaucoup, il répond point par point aux questions qu'on lui pose. Lui, il va toujours soutenir le fait qu'il n'avait pas rendez-vous avec Natacha Hamaoui ce jour-là à Lasselles-en-Hermois, qu'il ne l'a pas tuée, qu'il n'avait aucune raison de la tuer, qu'il n'y a pas de mobile, qu'il n'y a aucun élément matériel contre lui. Face à la fragilité de l'accusation, Lemessier et son avocat enfoncent le clou. Pour eux, ce serait du côté de cette étrange lettre écrite par Natacha qu'il faudrait chercher. Souvenez-vous, celle où elle annonce tout quitter pour se rendre en Espagne. Cette lettre qui exprime un ras-le-bol, une lassitude, et qui, d'après la défense, tente à prouver une dépression de la part de la mère de famille qui aurait pu la pousser à mettre fin à ses jours. Donc, ils imaginent un scénario où elle se serait rendue dans la forêt, se serait dévêtue, aurait absorbé des médicaments pour se suicider, elle se serait recouvert de branchages avant de succomber. Tout ça paraît un peu rocambolesque, mais la défense dit qu'après tout, pourquoi pas, que ce serait plausible. Alors le doute profitera-t-il à Thomas Lemessier? Son avocat parviendra-t-il à arracher un acquittement faute de preuves? Après 7 jours d'audience, le couperet tombe.
La cour d'assises a retenu la préméditation et donc a décidé de condamner à la perpétuité M. Thomas Lemessier. Assorti d'une peine de sûreté de 22 ans, c'est la peine maximum. Ça veut dire que les jurés n'ont pas retenu les arguments de la défense et qu'ils ont pris en compte la dangerosité du personnage avancé par l'accusation. L'accusé est reconnu coupable de l'assassinat de Natacha. C'est la peine la plus lourde prévue par la loi. Pour les parties civiles, un procès qui laissera pourtant un goût amer. On n'aurait pas attendu des excuses. Mélanie Graff, belle-fille de Natacha. Mais par contre, on aurait aimé avoir la vérité rien que pour les enfants. Juste pouvoir la laisser reposer en paix. Moi, ce procès m'a fait du bien. Et ça m'a permis de m'apaiser et ça m'a donné du factuel pour me dire oui, ces conclusions d'enquête, elles nous mènent à l'évidence. L'avocat de la défense, qui n'a pas souhaité s'exprimer, a fait appel de cette condamnation. Thomas Lemessier reste donc présumé innocent. Un second procès se profile, auquel les proches de Natacha se préparent déjà. Je voudrais qu'il soit déjà passé, en fait. C'est encore un an de torture. Claudine Maurice, mère de Natacha. C'est-à-dire que on pense à autre chose, on essaie de vivre tout en ayant cette épée Damoclès au-dessus de la tête. On sait qu'à un moment donné, la date, elle va tomber. C'est pas grave. On recommencera, on y retournera et pour elle et pour la faire entendre encore une fois. Florence Amaoui, sœur de Natacha. Parce que jusqu'au bout, on est une famille, on est tous ensemble main dans la main et qu'on se bat les uns pour les autres. Ce nouveau procès permettra-t-il ou non de percer tous les secrets de cette affaire? Réponse dans quelques mois. C'est pas moi qui l'ai mis au monde, mais je l'aimais comme ma fille. Je l'ai dorlotée comme ma fille. Je me suis levée toutes les nuits pour elle quand elle en avait besoin, si elle était malade. Et elle aurait pas dû mourir. Moi, je garde le souvenir d'une sœur qui a été là pour moi dans les moments difficiles. Elle aimait rigoler, chanter, rire. Quelqu'un de vivante. Voilà. Une grande sœur. J'ai perdu une confidente et je sais que personne ne me la rendra, mais je la laisserai pas mourir. Voilà. Plusieurs années ont passé depuis cette tragédie. Mais pour Claudine, sa mère adoptive, pour son frère et pour sa sœur, pour tous les siens, le souvenir de Natacha demeure à jamais intact. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle. Crimes passionnels, disparitions inquiétantes ou machinations diaboliques, percer les secrets des faits divers les plus marquants et plonger au cœur des affaires les plus étonnantes de l'histoire judiciaire. La découverte de la vérité ne tient parfois qu'à un fil. Bienvenue dans Chronique criminelle. Dans cet épisode, l'affaire Olivier Capeller. Direction le Canet sur la Côte d'Azur pour une incroyable histoire sur fond de viager et d'empoisonnement. Tout commence le 7 avril 2015 lorsque Suzanne Bailly, 85 ans mais encore fringante, est prise d'un malaise dans son appartement. Transportée à l'hôpital, ses analyses révèlent qu'elle a avalé du poison. Qui pouvait en vouloir à cette adorable grand-mère? Un héritier un peu trop pressé? Son homme à tout faire, pourtant si serviable? Ou bien cet agent immobilier au passé inquiétant? La réponse dans ce nouveau podcast de Chronique criminelle.
7 avril 2015, dans le sud de la France. Un individu pénètre dans un immeuble. Il enfile des gants. Puis, il s'introduit discrètement dans un appartement. Il s'apprête à commettre l'irréparable. Avec une seringue, il injecte un poison mortel dans une bouteille d'eau. Et il se volatilise sans laisser la moindre trace. C'est le début d'une enquête sur une série d'empoisonnements qui a secoué toute la région. Le Canet, station balnéaire de la Côte d'Azur. C'est le paradis des retraités qui viennent s'y installer pour le soleil et la Méditerranée. À l'écart du centre-ville, la résidence La Sérénité. Ici, une dizaine de propriétaires profitent du calme avec vue sur mer. C'est un quartier très tranquille, sur les hauteurs de Cannes, un quartier résidentiel. Grégory Aujol, journaliste. C'est une résidence où vivent beaucoup de personnes âgées qui sont venues là passer leur retraite, une résidence sans histoire. On se reçoit les unes chez les autres régulièrement pour une petite coupe de champagne, pour partager une petite gourmandise. Jean-Charles Darré, avocat de Suzanne Bailly. Véritablement, il y a une solidarité qui est réelle entre les différents occupantes de cet immeuble. Ces dames se côtoient pour la plupart depuis plusieurs années. Elles s'entraident mutuellement, mais elles comptent surtout sur l'homme fort de la résidence, Gabriel Marino. Il a 66 ans, il habite le quartier et il est toujours prêt à les dépanner. Gabriel, c'est un peu l'ange gardien de cette résidence pour personnes âgées. C'est un petit peu l'homme à tout faire de la résidence. C'est quelqu'un qui connaît bien toutes les personnes âgées de la résidence. Sa femme est femme de ménage pour plusieurs d'entre elles. Je travaille un peu chez tout le monde. Donc voilà, je connais tout le monde. Gabriel Marino, victime. Donc les gens, ils m'appelaient à moi comme ça. Gabi, est-ce que vous pouvez me faire ça? Je sais faire la plomberie, l'électricité, la peinture, le carrelage, je sais tout faire, quoi. Et parmi ces résidentes, il y a une femme à qui il rend régulièrement de précieux services. C'est Suzanne Bailly. Elle a 85 ans, elle vit seule, elle n'a pas d'enfants et plus de famille proche. Originaire de Belfort, Suzanne s'est offert un appartement au Canet à son départ en retraite pour passer 6 mois de l'année au soleil. Gabriel et Suzanne se côtoient depuis de nombreuses années. Au fil du temps, ils sont devenus amis. Madame Bailly, c'est une brave personne. C'est quelqu'un de très gentil. Elle a sa petite vie tranquille, son petit chien, voilà, et elle est heureuse de vivre comme ça, quoi. Elle fait des petits cadeaux. Quand elle descend de chez elle, elle m'amène des petits pots de confiture. C'est elle qui les a fait, de ses arbres et tout. Elle vous les offre. C'est quelqu'un qui, très honnêtement, fait l'unanimité. C'est une voisine très agréable, qui fait la joie de son entourage. Mais le 7 avril 2015, tout bascule. Gabriel est chez lui, c'est son jour de congé. Il est 16h quand il reçoit un coup de fil de Suzanne. Ce jour-là, il est loin d'imaginer que les prochaines heures vont virer au cauchemar. Et elle me dit, je me sens pas bien. J'ai dit, mais écoutez, surtout ouvrez la porte. J'ai dit, mettez le tapis au milieu de la porte. Gabriel part immédiatement de chez lui. En voiture, il habite à moins de 15 minutes de chez Madame Bailly. Il espère arriver à temps pour lui venir en aide. Donc je monte, et quand j'arrive, je la trouve par terre, derrière la porte. Elle avait des convulsions, et elle bavait, des jaunes, elle bavait. Les pupilles de Madame Bailly sont dilatées. Luc Tranduit, avocat de Gabriel Marino. Elle a des propos incohérents, elle n'arrive pas à parler, à s'exprimer. Elle va sentir ses jambes qui flageolent.
Elle se sent partir. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Et elle est vraiment au plus mal et elle a de plus en plus de mal à parler. Et elle a des mouvements complètement saccadés, elle gesticule et on sent qu'elle est en grande souffrance. Gabrielle appelle le SAMU car Suzanne Bailly vient de perdre connaissance. Elle est transportée en urgence à l'hôpital de Cannes. Il s'inquiète de son état. Elle était tellement agitée, à l'âge qu'elle a, se tirer comme ça, tirer sur le lit et tout. Elle a été blessée à la tête parce qu'elle tapait dans la barre en fer. Ils décident de la mettre dans un coma artificiel. Ils estiment quand même que son pronostic vital est engagé. Ils sont très inquiets sur son état de santé. J'ai encore des frissons maintenant parce que je crois qu'elle va mourir, quoi. Suzanne Bailly est dans le coma, entre la vie et la mort. Inquiet, Gabriel remonte en voiture. Il ne peut plus rien pour elle. Suzanne est maintenant entre les mains des médecins. Mais il est sur le point, lui aussi, de voir sa vie basculer. Je sors de l'hôpital et je fais 600 mètres. Je commence à avoir pas bien la route. Je me sentais pas bien, quoi. J'ai pris mon téléphone pour appeler ma femme de suite. Et en fait, je pouvais plus regarder le téléphone, je voyais plus. Les chiffres, tout ça, je les voyais plus déjà. C'était tout bizarre. Les formes commencent à disparaître, il a du mal à conduire. J'avais plus de sens d'orientation, plus rien. La voiture heurte plusieurs fois le bas-côté. Il parvient tant bien que mal à arriver jusqu'à sa résidence. Quand je suis sorti de la voiture, je suis tombé par terre, j'avais plus de force, plus rien. Et j'ai rampé tous les escaliers jusque chez moi. Et quand il arrive dans son appartement, il s'écroule. Le sort s'acharne. Après Suzanne, c'est maintenant au tour de Gabriel de se retrouver inconscient. 2 victimes dans le coma, à quelques minutes d'intervalle, cela fait beaucoup pour ce quartier si tranquille. C'est seulement 3 heures plus tard, à 20h30, que sa femme le découvre inerte sur le sol. Paniquée, elle appelle les secours et il est lui aussi transporté à l'hôpital de Cannes dans un état préoccupant. Il y a quand même des questions qui se posent. On se demande pourquoi. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Ce monsieur qui a amené cette dame précédemment dans la journée est ramené chez eux aux urgences présentant exactement les mêmes symptômes que Suzanne Bailly. Donc les urgentistes, ils se disent qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'il y a forcément un rapprochement à faire entre ces 2 affaires. Mais pour l'instant, il y a urgence. La vie de Suzanne Bailly et celle de Gabriel Marino ne tiennent qu'à un fil. Les médecins commencent une batterie d'examens. Et c'est à ce moment-là qu'ils constatent que Suzanne Bailly a des antécédents. Elle n'en est pas à sa première visite aux urgences de Cannes. Il découvre que c'est la 3e hospitalisation de Madame Bailly en très peu de temps, puisqu'elle avait déjà été hospitalisée une première fois. Jean-Charles Darret, avocat de Suzanne Bailly. Le 10 février, une 2e fois le 21 mars, et donc elle se retrouve le 7 avril dans des services hospitaliers. C'est une femme qui avait une santé de fer jusqu'à présent, qui n'avait jamais été malade. Ses voisines sont très inquiètes parce qu'il y a eu 3 hospitalisations en 3 mois avec des symptômes assez similaires. Délire hallucinatoire. Grégory Aujol, journaliste. Troubles du langage, troubles cognitifs. Donc pour eux, dans un premier temps, ils pensent à chaque fois que c'est un AVC. Mais cette fois-ci, les médecins se demandent ce qui a bien pu lui arriver. Madame Roy est sa voisine de palier. Elle connaît très bien Suzanne et elle partage l'inquiétude des urgentistes. Rien ne fait penser à un AVC. C'est-à-dire que les médecins s'arrachaient les cheveux parce qu'il y aurait eu des traces. Anne-Marie Roy, voisine et amie de Suzanne.
Or, il n'y avait aucune trace de rien du tout. Elle avait des crises et après, elle s'est retrouvée en pleine santé comme si rien n'était. Et l'arrivée de Gabriel dans le même état que Madame Bailly intrigue encore plus les urgences. Mais quel mal les ronge tous les deux en même temps. Dès le lendemain de son arrivée aux urgences, premier rebondissement. Gabriel recouvre ses esprits. Les médecins espèrent en apprendre davantage sur cette journée qui a tourné au drame. Ils l'interrogent. Ont-ils mangé tous les deux la même chose ? Il est encore un petit peu dans le brouillard, Gabriel, mais il arrive à expliquer que non, il n'a pas partagé de repas avec Suzanne Bailly. Et là, il se souvient effectivement qu'il a bu de l'eau minérale. Gabriel explique au médecin qu'en arrivant dans l'appartement, Madame Bailly a juste eu le temps de désigner sa bouteille d'eau avant de défaillir. Elle est posée sur la table de la cuisine. Il pense qu'elle a soif. Quand j'amène l'eau, je lui donne comme ça pour qu'elle boit. Gabriel Marino, victime. Je la tiens pour qu'elle boit et tout, elle me pousse le verre, elle me dit non, l'eau elle est pas bonne. Je l'ai mis dans la bouche, j'ai fait ça, et j'avale un petit peu. Et en fait, c'est vrai que quand je l'ai avalé la deuxième fois, c'était amer. Pour lui, très vite, il y a sans doute un problème avec l'eau minérale qu'il a ingurgitée. C'est Gabriel qui gère les packs d'eau de Madame Bailly. Pas plus tard que la veille, il lui a monté ses courses. Alors, que s'est-il passé avec cette eau minérale ? Aurait-elle pu tourner avec la chaleur ? Pour le savoir, de nouvelles analyses de sang sont effectuées. Et lorsque le résultat tombe, c'est un peu la surprise pour les médecins parce qu'on découvre de l'atropine à la fois dans l'organisme de Gabriel et dans celui de Suzanne. L'atropine, c'est une molécule qui est donnée pour des problèmes cardiaques ou des problèmes d'ordre ophtalmologique. C'est un produit qui n'est pas anodin. Le risque en cas de surdose est létal. Il y a un vrai risque mortel. Donc c'est un poison. Alors, s'agit-il d'un accident ? Suzanne prenait-elle ce médicament pour son cœur et aurait-elle fait une surdose ? Sauf que les médecins ne trouvent aucune trace d'ordonnance pour les deux patients. La piste de l'empoisonnement est donc privilégiée. L'hôpital de Cannes prévient le commissariat. Aussitôt, la police ouvre une enquête. Dès que les policiers sont avisés de cet incident, le premier réflexe est de se rendre au domicile de Madame Bailly pour placer celui-ci sous séquestre. Ils font des prélèvements, ils saisissent un certain nombre d'objets. Luc Tranduy, avocat de Gabriel Marino. Dont l'ensemble des bouteilles d'eau dans le domicile de Madame Bailly. Tout le pack d'eau minérale est envoyé au laboratoire de la police scientifique et les tests sur la bouteille entamée les laissent sans voix. Immédiatement, les analyses démontrent qu'elle contient de l'atropine dans une dose qui, là aussi, est particulièrement excessive. Si Madame Bailly avait bu cette bouteille d'eau dans sa quasi-intégralité, la dose était mortelle à coup sûr. Mais bon, qu'on ne trouve aucune trace, ni d'ADN, ni d'empreinte digitale sur la bouteille d'eau qui est visiblement l'arme du crime. Première hypothèse pour les enquêteurs, Suzanne Bailly serait la cible d'un empoisonneur. Mais qui pourrait en vouloir à cette femme si paisible de 85 ans ? Évidemment, les policiers sont contraints d'envisager toutes les hypothèses. Et parmi celles-ci, la première qui leur vient à l'esprit, c'est de tourner leur regard vers Monsieur Marino. Parce que c'est lui qui approvisionne Madame Bailly en bouteilles d'eau.
On se rappelle que c'est lui qui a monté le pack d'eau de sa voiture jusqu'en haut. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Donc la question logiquement qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est pas lui dans l'escalier avant de monter le pack d'eau qui aurait introduit de l'atropine dans une des bouteilles? Un scénario qui tient la route pour les enquêteurs. Les dames de la résidence lui font une confiance aveugle. Gabriel aurait donc pu s'introduire chez Madame Bailly sans éveiller les soupçons. Les policiers veulent l'interroger au plus vite. Mais, problème, leur suspect est toujours cloué sur un lit d'hôpital et il est encore sous le choc. Quand on m'a dit que j'étais empoisonné, j'ai pensé que j'aurais pu mourir, quoi. La seule chose que je peux dire, c'est que tu délires, t'as peur de tout, là. C'est l'enfer, quoi. Les enquêteurs l'interrogent sur sa proximité avec Suzanne et sur ses allées et venues dans l'immeuble. En fait, la police il pose des questions pour qu'est-ce que je fais chez elle, pourquoi je vais chez elle. Je fais pas partie de sa famille, elle a personne d'autre. Gabriel reconnaît qu'il est arrivé le premier chez Suzanne au moment de son malaise. Pour les enquêteurs, il est donc le dernier à l'avoir vue avant son hospitalisation. Voilà pourquoi il est suspect. Le médecin légiste était avec la police. Ils m'ont nettoyé les ongles, ils m'ont déshabillé, ils m'ont regardé de partout si j'avais des traces sur moi. Je comprenais pas pourquoi. Ils vont chercher sur son corps des traces de lutte. Grégory Ojol, journaliste. Des ecchymoses. Quelque chose qui pourrait prouver qu'il y a eu un moment, une altercation entre lui et Suzanne Bailly. Donc on le prend en photo, on vérifie son emploi du temps aussi précédemment. En fait, il est un petit peu sur le grill. Il est dans son lit d'hôpital, mais quand même sur le grill. Et ils vont trouver sur ses mains des traces d'écorchures assez profondes. Donc des mains marquées. Des blessures qui auraient pu être causées par une dispute. Ces blessures alertent la police. Elles font penser à des traces de lutte. Gabriel ne se serait-il pas battu avec Suzanne avant de l'empoisonner? Et lui-même s'intoxiquer légèrement pour ne pas être suspecté. Lui aussi a été empoisonné, mais n'est-ce pas une mise en scène? Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. On peut tout imaginer, et je pense que les policiers l'imaginent. Est-ce que lui-même ne se serait pas intoxiqué volontairement pour peut-être dissiper les doutes et se faire passer justement pour une victime collatérale, pour éloigner les soupçons de la police? Mais face aux policiers, Gabriel clame son innocence. Il a réponse à tout. C'est lui qui leur a signalé le problème avec l'eau. Finalement, c'est grâce à Gabriel Marino, qui boit dans ce verre contaminé, qu'on va découvrir l'empoisonnement et tout ce qui va en suivre. Et puis surtout, il a quand même été très fortement intoxiqué. Il n'est pas passé loin non plus de la mort, hein. Donc, l'hypothèse selon laquelle Gabriel se serait délibérément empoisonné s'effrite peu à peu. Mais alors, d'où viennent ces blessures? Là encore, il a une bonne explication. Il se trouve que lorsqu'il a regagné son domicile après avoir accompagné Madame Bailly aux urgences, Jean-Charles Darré, avocat de Suzanne Bailly. Il était dans un état de faiblesse tel qu'il a quasiment rampé sur les derniers mètres de son parking pour pouvoir rejoindre son appartement. Tout le long, il y a des grillages. Eh ben, j'ai tenu avec mes mains, avec les doigts dans le grillage, je suis monté jusqu'à la porte d'entrée. Gabriel Marino, victime. C'est beaucoup, tout mon poids sur les grillages comme ça. Mes mains, elles étaient toutes rouges, elles étaient toutes esquintées, que à l'intérieur. Sa version paraît crédible. Gabriel est mis hors de cause. Le 12 avril 2015, 5 jours après son malaise, Suzanne Bailly est toujours dans le coma. Et pour les enquêteurs, les pistes manquent cruellement. Elle vit seule, elle n'a pas d'enfant. En fait, ses fréquentations se limitent à ses voisines.
On peut imaginer le travail un peu singulier des flics de la PJ qui débarquent dans cette résidence où il n'y a que des personnes âgées. C'est un peu l'ambiance arsenic et vieille dentelle. Les policiers marchent un peu sur des œufs à interroger ces vieilles personnes, on boit le thé, elles jouent aux cartes, aux ramis, telle personne âgée pourra pas recevoir la police parce qu'elle se couche à 18h pétante. Donc c'est pas une enquête habituelle. Les policiers en sont convaincus, la clé du mystère Suzanne Bailly se trouve dans son immeuble. Les voisines cacheraient-elles des secrets inavouables ? Est-ce qu'il n'y aurait pas des vieilles haines recuites entre ces vieilles dames ? Dans une copropriété, on peut quand même assez facilement trouver des motifs de dispute ou de rancune. Et en tout cas, les policiers se posent la question de savoir si ces apparences un peu de carte postale ne cachent pas autre chose. Pour le savoir, ils sonnent à toutes les portes. Ils interrogent voisine après voisine, avec une seule question. Suzanne Bailly aurait-elle des ennemis ? Au contraire, les gens qui la côtoient n'en disent que du bien. Une femme avec une forte personnalité, mais qui est très très appréciée. Une petite mamie, mais j'utilise ce sobriquet avec beaucoup d'affection, de 85 ans, qui n'a qu'une seule ambition, c'est de vivre tout à fait calmement avec son petit chien, qui est un peu sa douceur de vivre. Madame Bailly fait l'unanimité dans l'immeuble. Personne ne semble lui vouloir du mal. Pourtant, un témoignage retient particulièrement l'attention des enquêteurs. Anne-Marie Roy, la voisine de palier de Suzanne, se rappelle d'un événement troublant qui va faire avancer l'enquête. Elles sont très proches, très amies, et elles se voient régulièrement. Donc c'est un petit peu, voilà, les portes sont ouvertes. Le petit chien de Suzanne Bailly va régulièrement visiter Madame Roy. Donc elles vivent toutes les deux en bonne osmose, se fréquentent énormément. Elle me fait garder sa petite chienne. Anne-Marie Roy, voisine et amie de Suzanne. On a des relations très amicales. Suzanne a tellement confiance en sa voisine qu'elle lui a donné un double de ses clés au cas où elle ferait un nouveau malaise. Le matin du 7 avril, quelques heures seulement avant son empoisonnement, Madame Roy entend du bruit chez sa voisine. Elle s'inquiète. Je me suis dit, il faut que j'aille voir là-bas ce qui se passe. Et j'ai donc pris mes clés, je suis entrée et je l'ai appelée. J'ai cru qu'elle était chez elle. Alors je lui ai dit, Suzanne, vous êtes là? Et on m'a répondu oui. Et vous êtes bien? Oui, oui, ça va. Mais je lui dis, mais écoutez, ça n'a pas l'air parce que je ne reconnais même pas votre voix. Du coup, elle va plus loin dans l'appartement. Elle repose la question, Suzanne, allez-vous bien ? Grégory Ojol, journaliste. Et elle entend une petite voix qui sort de la salle de bain. C'était quelqu'un qui imitait une voix, hein, j'ai l'impression. Une voix géniarde. Je lui dis, vous êtes là, Suzanne ? Oui. Mais Madame Roy raconte aux enquêteurs qu'elle est prise de court. Son téléphone se met à sonner chez elle de l'autre côté du palier. Je lui ai dit, attendez, je reviens, je vais répondre et je reviens tout de suite. Elle se précipite pour répondre au téléphone, elle décroche et là, personne n'est au bout du fil. Et je suis revenue, il n'y avait plus personne. Je viens prendre de ses nouvelles, je lui dis je reviens, et la voilà qui s'en va, comme ça, sans rien dire. C'est pas dans ses habitudes. Madame Roy est même fâchée. Elle attend son amie de pied ferme pour lui demander des explications. À 12h30, Suzanne est de retour. Et Madame Roy l'interpelle du haut de l'escalier. Mais pourquoi est-elle partie soudainement ce matin ? Elle me dit ce matin, mais c'est pas possible.
Je suis chez le coiffeur depuis 8h30 ce matin. Donc, je lui dis, en tout cas, il y avait quelqu'un chez vous qui se faisait passer pour vous, en plus de ça. Lorsque Anne-Marie livre ce témoignage aux policiers du commissariat de Cannes, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. il se demande s'il n'y a pas quelqu'un dans ce laps de temps de la matinée qui s'est introduit chez Suzanne. Et donc, logiquement, on peut penser que c'est cette personne qui aurait pu mettre l'atropine dans la fameuse bouteille. Ce mystérieux visiteur serait-il l'empoisonneur? Et si l'assassin se trouvait dans l'entourage proche de Madame Bailly? Car les policiers se souviennent de leur première constatation. La porte n'a pas été fracturée. Le meurtrier devait donc avoir les clés. Et surtout, qui peut bien être l'auteur de l'appel anonyme ce matin du 7 avril? Les enquêteurs étudient la téléphonie de Madame Roy, et là, tout s'accélère. Car le 15 avril 2015, un incroyable rebondissement se produit. Une semaine après son malaise, Suzanne Bailly sort du coma. Alors les enquêteurs l'interrogent le jour même. Et ils commencent par lui annoncer la raison de son mal. On a tenté de l'assassiner. Pour la première fois, Madame Bailly sort du silence. Aujourd'hui, elle témoigne du drame qu'elle a vécu. Mais elle préfère rester discrète. J'étais sidérée. J'étais sidérée d'avoir été empoisonnée. Suzanne Bailly, victime. C'est horrible. Un empoisonnement, c'est horrible. Vous avez des hallucinations. C'est terrible. C'est terrible. Jour et nuit. Oui, j'ai frôlé la mort, c'est sûr. J'étais au bord du gouffre. Madame Bailly est sous le choc de la nouvelle, mais priorité à l'enquête. Alors les policiers la questionnent. Et immédiatement, la question qui vient aux enquêteurs... Jean-Charles Darré, avocat de Suzanne Bailly. Et de l'interroger sur les personnes qui pourraient avoir à son encontre du ressentiment. Tout de suite, elle dit, moi, dans mon entourage, je ne vois qu'une personne qui aurait eu intérêt à me faire disparaître. C'est la personne qui a acheté mon bien en viager quelques années plus tôt, son nom, Olivier Capeller. C'est le premier nom qui vient à l'esprit de Madame Bailly. Ah ben, ça pouvait être que lui. Il y avait que mon propriétaire qui voulait que je meure pour avoir mon appartement. Madame Bailly se demande si Olivier Capeller ne serait pas impliqué dans ce drame, car il pourrait avoir un mobile. Elle explique qu'en 2008, elle lui a vendu son appartement du Canet en viager. Il aurait donc tout intérêt à ce que les rentes qu'il lui verse chaque mois ne s'éternisent pas. Et elle fait une nouvelle révélation capitale. Madame Roy a la clé au cas où il arrive quelque chose, et puis Monsieur Capeller a une clé aussi. Étant le propriétaire, c'était normal. Et il pouvait pénétrer dans le domicile de Suzanne Bailly sans infraction. Tout de suite, cet élément-là va être crucial. Et tout de suite, cela va placer Olivier Capeller en position de suspect numéro 1. Pour les policiers, un scénario se dessine. Olivier Capeller, avec son double des clés, se serait introduit chez Madame Bailly. Puis il aurait versé le poison dans la bouteille. Ils commencent alors à enquêter discrètement sur lui. Et les langues se délient facilement. Il est connu dans la région. À 40 ans, il est plutôt bel homme et il ne passe pas inaperçu. Donc Olivier Capeller, c'est un chef d'entreprise. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin. Qui est marié, qui n'a pas d'enfant. C'est quelqu'un qui affiche une certaine réussite professionnelle, il a un certain goût du luxe et des belles choses, puis il roule en règle générale dans des véhicules de grand confort, il arbore au poignet des montres qui sont particulièrement onéreuses et qui fait état d'une réussite sociale plutôt importante. Son succès dans les affaires, il le doit à l'entreprise familiale de découpe de viande et aussi à son capital immobilier.
Il a en effet multiplié les investissements sur la Côte d'Azur. Il dispose de 5 viagers en tout. C'est quelqu'un qui aime bien s'occuper des petites dames qui l'entourent. Donc, dans la résidence, c'est quelqu'un qui inspire le respect. On se disait, cet homme-là, on peut avoir confiance en lui. Son profil ne colle pas avec le profil d'un tueur, de sang-froid, un empoisonneur. C'est vrai que c'est pas du tout le portrait qui est dressé de lui par son entourage. Pour la police, Olivier Capeller n'a rien d'un criminel et il n'est pas connu de leur service. Quand subitement, une nouvelle information relance toute l'affaire. La téléphonie de Madame Roy a parlé et il découvre le nom de l'auteur de l'appel anonyme survenu quand elle était dans l'appartement de Suzanne. On vérifie les factures détaillées de la ligne de Madame Roy, de Anne-Marie, ce fameux 7 avril à l'heure qu'elle indique. Et il s'avère que ce numéro de téléphone est le numéro de téléphone portable personnel d'Olivier Capeller. Suite logique de l'enquête, on va essayer de voir où a borné le téléphone d'Olivier Capeller. Et il se trouve qu'il a borné exactement dans la résidence de Suzanne Bailly. Olivier Capeller se serait donc caché dans l'appartement le jour du malaise de Suzanne. Mais pourquoi ? Il va devoir s'expliquer. Le 20 avril 2015, 2 semaines après le drame, l'enquête prend une nouvelle tournure. Les policiers convoquent leur suspect numéro 1. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Alors cette garde à vue va se dérouler dans des conditions qui, là encore, sont tout à fait exceptionnelles, puisque Monsieur Capeller a quelques faiblesses cardiaques. L'émotion suscitée par cette mesure de garde à vue va être trop forte et les policiers, fort logiquement, vont être contraints de l'hospitaliser. Il se retrouve donc, lui aussi, cloué sur un lit d'hôpital. Et les policiers doivent le ménager. Ils lui demandent simplement s'il était chez Madame Bailly le 7 avril dernier. Et là, surprise, Olivier Capeller ne nie pas. Il leur dit que oui, il est bienvenu chez Suzanne Bailly en son absence parce que il a les clés. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. Et qui voulait en fait prendre des photos de l'intérieur de l'appartement à son insu parce qu'il a dans l'idée de revendre le viager. Donc il voulait pas qu'elle s'offusque ou qu'elle s'inquiète. Ce qu'il explique, c'est qu'au moment où il entend Anne-Marie Roy entrer, il est, comme c'est lui qui le dit, tétanisé. Grégory Aujol, journaliste. Il est pris de panique, il va s'enfermer dans la salle de bain pour ne pas être vu. Il reconnaît que pour s'enfuir, il a l'idée de faire sonner le téléphone de Madame Roy. Il était trop gêné de lui expliquer sa présence ici. Sa version est plausible, d'autant qu'il s'est livré spontanément. Mais pour la police, il y a quand même un problème. Les enquêteurs vont découvrir que son téléphone ne contient absolument aucune photographie de l'appartement de Madame Bailly, ce qui est pour le moins surprenant. En tout cas, l'argument de dire qu'il était venu prendre des photos tient difficilement. Olivier Capeller explique que, surpris par Madame Roy, il n'a pas eu le temps de prendre ces photos. Mais les enquêteurs ont des doutes et ils déclenchent une perquisition à son domicile, une villa cossue au Canet. Ils sont à la recherche de l'arme du crime, l'atropine, une molécule plutôt rare. Les policiers cherchent un peu du sol au plafond. Le bureau de Olivier Capeller est passé au peigne fin. Ils saisissent tout ce qu'ils trouvent dans l'armoire à pharmacie, dans la salle de bain. Et ils vont découvrir sous l'évier un médicament, du collyre, à usage vétérinaire, qui contient de l'atropine. Cette découverte chez Olivier Capeller renforce les soupçons des enquêteurs. Cette fois, ils pensent pouvoir le coincer. Mais leur suspect garde son sang-froid. Il explique que oui, certes, il a de l'atropine chez lui, mais déjà, il ignore que c'est un poison et que cette atropine lui a été prescrite par son vétérinaire parce que son chien est malade et qu'il faut bien le soigner. Son petit chien, c'est un peu l'enfant qu'il n'a pas eu. Il est vrai qu'il est très protecteur et qu'il aime beaucoup son chien, qu'il le promène régulièrement et s'en occupe très bien.
tout au long de sa garde à vue, M. Capeller clame son innocence. Jean-Charles Darret, avocat de Suzanne Bailly. Il est totalement étranger aux faits qui lui sont reprochés. Pour les enquêteurs, sa présence chez Suzanne Bailly le jour de l'empoisonnement et la découverte d'atropine à son domicile sont accablantes. Olivier Capeller est mis en examen pour empoisonnement avec préméditation et placé en détention provisoire. Pourtant, l'affaire est loin d'être terminée, car il faut encore prouver que c'est bien lui qui a mis le poison dans l'eau de Madame Bailly, ce qu'il réfute totalement. Mais le personnage n'a pas encore livré tous ses secrets. Deux ans plus tard, au printemps 2017, alors qu'Olivier Capeller est toujours en prison, une nouvelle affaire relance tout. À l'origine de ce rebondissement, une jeune retraitée qui vient de s'installer sur la Côte d'Azur. Elle s'appelle Evelyne Dumont et elle n'est pas près d'oublier ce matin d'avril. Je lis Nice Matin, comme je le fais chaque jour, et là je découvre un article. Evelyne Dumont, nièce de Jacqueline Imbert. Qui parle d'un empoisonnement de vieille dame au Canet. Et dans cet article, il est précisé Monsieur Olivier C. J'avoue que quand j'ai terminé l'article, j'ai été très très surprise. Evelyne est intriguée. En effet, l'article évoque l'empoisonnement de Suzanne Bailly et de Gabriel Marino, mais il évoque aussi un troisième personnage, un certain Olivier C. Et sa description pourrait correspondre à un homme qu'elle connaît bien. Cela lui rappelle un souvenir douloureux, la mort brutale de sa tante, âgée de 92 ans. S'il s'agit du même homme, cela pourrait remettre en question toute l'histoire. Alors, elle veut en avoir le cœur net. Ma sœur a donc appelé Monsieur Marino Alfati. Elle avait réussi à trouver ses coordonnées téléphoniques dans l'annuaire. J'ai un coup de fil le soir à 9h. Gabriel Marino, victime. Et c'est une dame âgée qui me dit « Monsieur, je m'excuse de vous déranger à cette heure-ci. Je relis votre article. Il y a un prénom, Olivier C. » Et Olivier C. Ne serait pas Olivier Capeller. J'ai dit oui, madame, ça veut dire ça, Olivier Capeller. Et elle se met à pleurer, c'est fini, quoi, elle me répond plus. À partir de ce moment-là, évidemment, nous étions un peu sous le choc. Le doute s'est installé dans notre esprit. Alors, Evelyne commence une petite enquête, car leur tante, Jacqueline Imbert, était très proche d'Olivier Capeller. Et si elle avait, elle aussi, été victime d'empoisonnement? J'avais avec Jacqueline des liens très très profonds. Elle faisait partie de ma vie depuis mon enfance. C'était une cousine éloignée par les liens du sang, mais nous étions très très proches par les liens du cœur. Jacqueline Imbert, c'est une femme qui aimait la vie. Ariane Kabsch, avocate d'Evelyne Dumont. Elle a rencontré son mari à l'âge de 25 ans. Alors Jacqueline et Milou, son mari, étaient un couple fusionnel. Milou était amoureux fou de sa femme. Il était aux petits soins pour elle. Quand il parlait d'elle ou quand il la regardait, il avait toujours les yeux qui brillaient. Ils n'ont pas d'enfants et ils reportent toute leur affection sur Evelyne et sur sa sœur. Le temps passe et la maladie vient ternir ce joli tableau de famille. Milou est atteint d'Alzheimer et il décède en 2009. C'est à ce moment-là qu'Olivier Capeller se rapproche de Jacqueline. Il est un ami du couple. Et pour l'aider à surmonter le deuil, il devient de plus en plus présent dans la vie de la veuve. À travers lui, elle retrouvait peut-être un petit peu ce qu'elle avait connu avec son mari. Il lui écrivait des mots affectueux qu'elle affichait sur le frigo de sa cuisine. Il lui laissait un petit « je t'aime, ma Jacqueline ». Grégory Aujol, journaliste. Des petites marques d'affection comme ça, régulières. Et elle était tellement fière, tellement un peu midinette, cette vieille dame de 90 ans, d'avoir des mots doux d'un bel homme. Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers. D'un beau quadragénaire qu'elle ait montré à sa femme de ménage, qu'elle était plus ou moins enchantée de tout ça.
Une belle complicité qui fait le bonheur de Jacqueline. Mais le conte de fées ne dure pas. Le 2 novembre 2014, la dame âgée fait un malaise. Elle décède 3 jours plus tard. Aujourd'hui, Evelyne remarque beaucoup de coïncidences troublantes avec l'histoire de Suzanne Bailly. Comme elle, Jacqueline Imbert avait une santé de fer et elle tombe brutalement dans le coma. Alors quand elle se remémore le jour du malaise, elle s'interroge. Il y a quelque chose qui a vraiment choqué les proches de la famille Imbert. C'est la rapidité avec laquelle elle est partie. Et elles avaient passé la journée ensemble, elles étaient allées déjeuner au restaurant, et le soir même, elle l'avait raccompagnée. Jacqueline était en pleine forme et heureuse comme tout de la journée qu'elle avait passée. C'est Olivier Capeller qui la découvre agonisante chez elle. Il avertit aussitôt Evelyne. Puis il la veille à l'hôpital jusqu'au bout. Ensemble, ils organisent son enterrement et lui rendent un bel hommage. Quelques jours après, coup de théâtre, le notaire révèle qu'Olivier Capeller est le seul héritier de la défunte. Elle va lui léguer l'intégralité de sa fortune. Un appartement, une maison, une assurance vie, des bijoux, une somme estimée à 600 000, 700 000 euros. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'époque, ça n'a pas troublé l'entourage de Madame Imbert. C'était son choix, c'était sa décision, donc je l'ai respecté. Evelyne n'était pas du tout concernée par cet héritage, mais elle se souvient avoir été frappée par la somme en jeu, plus de 600 000 euros. Alors, l'article de Nice Matin la bouleverse, car la mort de sa tante lui paraît maintenant suspecte. Elle décide de porter plainte en avril 2017, 2 ans et demi après le décès de Jacqueline. Une nouvelle affaire Capeller commence. La nièce de Jacqueline Imbert se présente chez les policiers avec l'idée que Olivier Capeller pourrait être à l'origine de la mort brutale de sa tante quelques années plus tôt. Ils ont tout de suite compris qu'il s'agissait d'une affaire grave et ils l'ont prise très au sérieux puisqu'il y avait le précédent de Madame Bailly. Pour lever tous les doutes, la police ordonne l'exhumation. Cela fait plus de 3 ans que Jacqueline Imbert est décédée. Son corps est décomposé. Mais le médecin légiste affirme que l'autopsie est encore possible. 6 mois plus tard, les résultats tombent. Les enquêteurs ont vu juste. Le brigadier enquêteur nous a bien dit que... Evelyne Dumont, nièce de Jacqueline Imbert. Ils avaient retrouvé des doses massives d'atropine dans le corps de Jacqueline et qu'elle était donc décédée d'un empoisonnement. Cette affaire change totalement de dimension. Des suspicions d'empoisonnement qui auraient échoué avec Suzanne Bailly, on tombe sur un véritable assassinat qui a été mené à son terme. Le médecin légiste est formel, elle a été empoisonnée. Les enquêteurs n'en reviennent pas. On a retrouvé de l'atropine dans le cœur et dans le foie de Jacqueline Imbert. Evelyne est anéantie. J'avais cette vision d'une main qui verse du poison, mais c'est affreux, vous savez, c'est horrible, c'est horrible. Elle a été trahie. Elle ne méritait pas ça parce que elle a dû rester seule chez elle pendant des heures, à souffrir, à se... Comment peut-on faire des choses pareilles? Comment peut-on prétendre aimer quelqu'un et c'est 2 ans et demi après sa mise en examen pour empoisonnement dans l'affaire Suzanne Bailly, Olivier Capeller se retrouve au cœur d'une nouvelle enquête. Il est extrait de sa cellule et placé en garde à vue. Mais là encore, il clame son innocence. Jacqueline, pour lui, il la présente comme sa marraine de cœur. Christophe Perrin, journaliste à Nice Matin.
C'est une relation d'amitié, mais très très forte. Il explique que cette dame était excessivement dépressive et donc elle lui aurait demandé de l'aide pour abréger ses souffrances et l'aider à mourir. Olivier Capeller leur fait une révélation. Jacqueline lui aurait demandé de se renseigner sur l'atropine pour se suicider. Il reconnaît avoir effectué à sa demande des recherches sur Internet pour en connaître les effets. En revanche, il s'en défend, ce n'est pas lui qui l'a acheté. Il dit que peut-être Jacqueline Imbert, la vieille dame, s'est procurée elle-même de l'atropine par un biais qu'il ignore. Et donc, comme dans le dossier Suzanne Bailly, Olivier Capeller clame son innocence haut et fort. Il explique qu'il a accompagné cette femme dépressive, qu'il en a beaucoup lui-même souffert, qu'il n'a pas réussi à la sortir de cette spirale dépressive. Selon Olivier Capeller, Jacqueline Imbert aurait donc mis fin à ses jours. Et il déclare avoir gardé pour lui ce terrible secret comme un fardeau. Mais pour la famille, cette histoire de suicide ne correspond pas du tout à la personnalité de Jacqueline. Jacqueline n'était absolument pas suicidaire. D'ailleurs, elle était catholique pratiquante. Et il y a deux choses auxquelles elle n'aurait jamais dérogé. C'est la crémation et le suicide. Et puis surtout, elle était absolument pas dépressive. Elle appréciait la vie. Ariane Kabsch, avocate d'Evelyne Dumont. Elle aimait vivre dans son appartement coquet, elle souffrait pas de solitude, elle était heureuse, elle avait aucun motif de vouloir se suicider. La version du suicide ne convainc pas totalement les policiers. Alors ils se penchent de nouveau sur le parcours de Capeller pour trouver un possible mobile. Mais cette fois-ci, en se concentrant sur 2014, l'année de la mort de Madame Imbert. C'est 1 an avant que les problèmes commencent pour Suzanne Bailly. On va s'apercevoir, Luc Tranduy, avocat de Gabriel Marino, que M. Capeller, finalement, n'a pas une situation financière aussi florissante qu'il y paraît. On va découvrir que l'entreprise de négoce de viande qu'il a héritée de son père, Stéphane Boucher, journaliste spécialiste des faits divers, bat de l'aile, et c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'on est à la limite du redressement, voire de la liquidation judiciaire. Donc il est pris à la gorge financièrement. C'est quelqu'un qui est un peu bling-bling. Grégory Ojol, journaliste. Il a montré qu'il a de l'argent et la perte de ses revenus, son déclassement professionnel est quelque chose qu'il a très mal vécu. En 2014, sa société croule sous les dettes. C'est à ce moment-là que Jacqueline Imbert décède, désignant Olivier Capeller comme seul héritier. Pour les enquêteurs, la coïncidence est troublante. Pour eux, un mobile clair se dessine. N'aurait-il pas empoisonné cette dame pour toucher l'héritage plus tôt? Ce qui est certain, c'est que ça coïncide avec la période trouble, financièrement parlant, d'Olivier Capeller. Et on peut imaginer que le fait que Jacqueline Imbert ait disparu, ces 500 000 euros un peu providentiels, aient réussi à le sortir de la mauvaise passe financière dans laquelle il était. Les policiers échafaudent un scénario. Olivier Capeller aurait d'abord assassiné Jacqueline Imbert pour l'héritage, et en voyant que l'empoisonnement était passé inaperçu, il s'en serait pris à Suzanne Bailly pour son viager. Mais l'avocat d'Olivier Capeller, qui n'a pas souhaité s'exprimer, réfute cette version. Pour lui, ce mobile n'est pas probant. Certes, son client était endetté, mais loin d'être ruiné. Pour la défense, l'argument financier de la captation d'héritage ne tient pas. Les avocats en veulent pour preuve qu'il a un certain patrimoine immobilier, que sa femme travaille, qu'il a un peu d'argent devant lui en dehors de sa société. Donc, il n'aurait pas besoin d'aller faire main basse sur 500 000 euros parce qu'il avait largement, disent ses avocats, de quoi voir venir. Pour la police de Cannes, cela fait 2 affaires dans lesquelles Olivier Capeller est impliqué. Aurait-il pu être mêlé à d'autres décès troublants?
Est-ce que ça serait peut-être un tueur en série de vieilles dames qui sévirait sur la Côte d'Azur? Bon, évidemment, le scénario a de quoi faire fantasmer, donc on va chercher. On va découvrir que une dame qui avait vendu à Monsieur Capeller son bien en viager, Jean-Charles Darret, avocat de Suzanne Bailly, va décéder très rapidement après la souscription de ce contrat. Cette femme, âgée et seule, lui cède son appartement sur la Côte d'Azur en 2009. Et à peine 7 mois plus tard, elle meurt brutalement. Les enquêteurs apprennent qu'Olivier Capeller détenait en tout 5 viagers. Ils veulent en savoir plus sur les circonstances de la mort de cette femme. Donc la famille accepte qu'on exhume le corps, comme dans l'affaire Jacqueline Imbert. Toute une batterie de tests est menée en laboratoire, à la recherche évidemment d'atropine, parce que dans les 2 premiers cas, c'était l'atropine. On peut imaginer que dans le 3e, ça pourrait être ça. Après les examens, on va se rendre compte qu'il n'y a aucune trace de poison ni d'atropine dans le corps de cette vieille dame. Olivier Capeller n'est donc pas impliqué dans cette affaire. En revanche, il est renvoyé aux assises pour assassinat dans le dossier Jacqueline Imbert. Le procès devrait se tenir en 2021. Mais avant cela, il devra répondre d'empoisonnement avec préméditation dans l'affaire Suzanne Bailly. Le 4 mars 2019, 4 ans après les faits, son procès s'ouvre au tribunal de Nice. Ce premier jour d'audience est une épreuve pour les victimes. Cela réveille des souvenirs douloureux. Il a détruit ma vie, il a détruit le reste de ma vie. Suzanne Bailly, victime. C'est des séquelles à vie pour quelques milliers d'euros. Il a aucune pitié pour la vie, quoi. Et l'être humain, c'est rien du tout pour lui. Gabriel Marino, victime. Madame Bailly, par exemple, elle a souffert toute sa vie. Depuis l'âge de 20 ans, elle a souffert pour sa sœur. Et les seules années où elle peut vivre tranquille et tout, bien, il y a un abruti qui vient l'empoisonner pour prendre ses sous encore. J'espère qu'il va être puni pour ce qu'il a fait. C'est à la justice à le punir, c'est pas à moi. J'ai confiance à la justice. Olivier Capeller est jugé pour empoisonnement avec préméditation, un crime sévèrement puni, d'autant qu'il y a une victime collatérale avec Gabriel Marino. Il risque la perpétuité. Mais l'accusé clame toujours son innocence et son avocat plaide l'acquittement. Car, s'il y a des indices graves, les enquêteurs n'ont aucune preuve tangible. C'est un procès à quitte ou double qui commence. Lorsque Monsieur Capeller est introduit dans le box des accusés, il va surprendre ceux qui l'ont déjà rencontré. Il est totalement apathique, il ne manifeste aucune émotion, il est totalement transparent. C'est frustrant pour les victimes qui espèrent voir Olivier Capeller passer aux aveux. Mais le juge compte bien le pousser dans ses retranchements et il présente à la cour un élément accablant pour l'accusé. Le collier vétérinaire saisi chez lui a été analysé et le résultat est sans appel. Les expertises vont démontrer que la molécule d'atropine retrouvée dans le collier saisi chez M. Capeller est exactement la même que celle qui est retrouvée dans la bouteille d'eau saisie chez Mme Bailly. La liste des excipients est identique. Il s'agit avec certitude du même produit. Le juge le somme de s'expliquer. Il se liquéfie, il transpire à grosses gouttes. Lui qui était très sûr de lui depuis l'entame du procès est vraiment très troublé. Olivier Capeller est déstabilisé. Mais son avocat contre-attaque, car depuis le début de cette affaire, il subsiste une zone d'ombre dans le dossier, un argument qui pourrait bien l'innocenter. Et sur quoi elle va appuyer la défense? Sur le fait qu'il n'y ait pas de lien qui relie Capeller à l'acte criminel, parce que il n'y a pas d'empreinte digitale de l'accusé sur la bouteille qui a servi à empoisonner Suzanne Bailly. Et par ailleurs, il explique qu'il ne dispose pas à domicile Grégory Ojol, journaliste.
suffisamment de produits, de substances actives pour pouvoir générer l'empoisonnement qu'elle va subir. On peut dire en général que le doute profite à l'accusé. L'avocat de la défense demande qu'Olivier Capeller soit relaxé. Au bout de 3 jours d'audience, les jurés se retirent et ils prennent très vite leur décision. Lorsque la cour d'assises réintègre la salle d'audience, Monsieur Capeller se lève. Le président lui annonce qu'il est reconnu coupable. Et il le condamne à 20 ans de réclusion criminelle. Condamné pour empoisonnement avec préméditation, Olivier Capeller ne manifeste aucune émotion. Mais du côté des victimes, c'est l'aboutissement d'un long combat. Et le verdict ne leur paraît pas suffisant. Moi, je n'étais pas soulagé. 20 ans, je trouvais que c'était pas beaucoup. J'aurais voulu plus. J'aurais voulu 30. Mais enfin, j'étais contente. 20 ans, c'est un minimum. 30 ans, ça aurait été bien. Olivier Capeller fait appel de cette décision. Mais en février 2020, la cour d'assises des Bouches-du-Rhône est plus sévère. Il faut dire que l'empoisonneur est enfin passé aux aveux. C'est bien lui qui a versé l'atropine dans la bouteille. Il est donc condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Suzanne Bailly est satisfaite. Elle compte maintenant savourer chaque moment de sa vie comme une miraculée. Je suis en vie. Je vois encore le soleil. Malgré mes séquelles, je m'en arrange. J'ai des bons amis, je vois des belles choses. Je vis. Je suis contente, je vis. Vous venez d'écouter Chronique criminelle. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter ou à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et retrouvez dès la semaine prochaine un nouvel épisode de Chronique criminelle.